Alors, on continue les tables rondes avec cette seconde table ronde qu'on a intitulée Fabrique, quelle coordination et quelle recherche pour l'orientation du secondaire vers le supérieur. Donc, vous vous souvenez du schéma avec les différents dispositifs, c'est l'élément qui est tout en haut et qui va venir structurer le projet CROSS. Donc cette table ronde pour échanger autour de ces questions, des coordinations et des recherches qui sont possibles, qui existent peut-être déjà ou qui sont à venir pour l'orientation du secondaire vers le supérieur. Et on a pour discuter de cette thématique 4 partenaires que je vais laisser se présenter tout de suite. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Noéla Pémat. Je suis professeure au collège de Thiéta à Vaud. C'est un collège privé de la FELP. Voilà. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Stéphane Mainviel, le directeur de l'INSPE de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour à tous, je suis Anne-Marie Gobillot, la directrice du Centre d'information et d'orientation du vice-rectorat et également l'adjointe de Madame Poirmeur, qui est la DAIO du vice-rectorat. Bonjour à tous, alors moi c'est Xeko Déborah, je suis responsable pédagogique de l'enseignement supérieur pour la province des îles et je m'occupe essentiellement de la résidence universitaire du campus des îles Loyauté. Merci à toutes et à Monsieur Mainviel d'avoir accepté de participer à notre table ronde. Il y a un seul homme, exactement. Comme tout à l'heure, pour la signature de la convention, il y avait un seul homme. Donc, on l'a évoqué depuis ce matin. On s'intéresse à l'orientation du bac-3 jusqu'au bac+3. Et cette trajectoire d'orientation, en fait, elle commence, et on l'a redit sur la table ronde précédente, elle commence dès le collège, en fait. Et on se rend compte, nous-mêmes, on a été adolescents, on se rend compte que, donc comme ça a déjà été dit, on ne sait pas trop où on va. Et les dispositifs, ils ne sont finalement pas sollicités, les dispositifs d'orientation, parce que aussi on ne se pose pas la question dès ce moment-là. On a avec nous autour de la table ronde une professeure en collège et je vais peut-être commencer en te laissant témoigner, Noéla, sur ce que tu peux rencontrer, ce que tu vois avec les plus jeunes, donc dès le collège. Comment est-ce qu'ils peuvent se représenter leur orientation? Est-ce que tu peux voir, toi, des changements, puisque tu les suis de la 6e jusqu'à la 3e? Est-ce que déjà, tu vois qu'ils peuvent se poser des questions sur l'orientation? Quels sont les dispositifs, s'ils existent déjà dès le collège? Et est-ce qu'il y a des mutations dans leur façon de se projeter et d'envisager leur orientation scolaire? Eh bien, quand nos élèves entrent en 6e, ils sont pleins d'ambition. Ils visent des métiers comme médecin, vétérinaire. Et puis, plus les années passent, plus on voit, pas une déchéance, mais peut-être qu'ils rêvent moins. Tout à l'heure, on a parlé de rêve. Peut-être qu'ils rêvent moins. Peut-être qu'il y a la réalité aussi qui fait qu'ils observent ce qui se passe autour d'eux. Donc, petit à petit, on a moins d'élèves qui veulent aller vers la branche générale. Ils veulent tous aller en professionnel. Donc là, par exemple, sur la trentaine d'élèves qu'on a en classe de 3e, j'en ai que 6 qui veulent aller en branche générale. Tout le reste veulent se réorienter en professionnel. Les enfants, ils sont conscients aussi de la situation économique et la réalité sociale, elle les rattrape aussi. Hein. La plupart de nos enfants, leurs parents étaient à KNS. Donc, ils ont vu l'usine se fermer, ils ont vu leurs parents être au chômage. Et eux, je crois que dans leur tête, là, pour ceux qu'on a là, ils veulent directement travailler pour pouvoir donner la main, on va dire, à leurs parents. Ensuite, on a vu aussi que par rapport à nos enfants, là, ils manquent d'ambition. Quand on dit qu'ils manquent d'ambition, enfin, c'est pas qu'ils manquent d'ambition, mais ils sont toujours dans le même réseau.
on leur propose, nous, au collège, on leur propose de sortir. On fait beaucoup de sorties avec eux, justement, pour désenclaver, comme on est à Thiéta. Donc, Thiéta, le collège, il est carrément dans la tribu. On n'a pas, le village, il est à quoi, peut-être 15 minutes de l'établissement. Donc, nous, notre rôle principal, on va dire, c'est de faire sortir ces élèves-là pour qu'ils puissent rencontrer d'autres corps de métier autres que ce qu'ils voient tous les jours autour d'eux. Ensuite, la plupart de nos élèves, vraiment la plupart, ils vivent en tribu. Donc, on a remarqué, parce qu'on a fait un peu la différence avec, là on parle aussi des enfants des îles, nous on voit aussi que nos enfants qui viennent des tribus, là, on a l'impression qu'ils sont moins volontaires. Encore plus quand on est à Thiéta, parce qu'on a l'impression qu'ils sont dans une bulle. Et quand ils sortent de la bulle, ils ne continuent pas l'école, ils arrêtent. Donc, on n'arrive pas, nous, à comprendre pourquoi, une fois qu'ils sortent de la classe de 3e, qu'ils s'orientent vers les lycées professionnels, peut-être qu'ils vont faire un trimestre et puis après, on les revoit à la tribu, ils ne veulent plus. Donc, il y a la réalité économique aussi. Les parents n'arrivent plus à suivre. Et on voit déjà qu'ils ont du mal quand on est à l'école à payer la cantine, à payer les transports. Alors on se dit quand ils vont sortir, peut-être qu'il y aura ça aussi qui va être un frein à leur projet. Au niveau de l'orientation, on avait organisé il y a 2 ans de ça un carrefour au collège, donc un carrefour des métiers, où on avait invité justement tous les partenaires, tous les acteurs de la zone VKP. Ça partait des ingénieurs de KNS aux surveillants pénitentiaires du CDK, aux pompiers. On a invité tous les corps de métier. Et par la suite, on a invité les lycées pour justement montrer aux élèves que le métier qu'ils avaient vu, enfin la personne qu'ils avaient rencontrée, voilà, ils pouvaient aller dans tel lycée après par la suite. Ce n'est pas pour autant que nos enfants ont fait le choix d'aller vers les lycées qui étaient venus à notre rencontre pendant notre carrefour, mais parce que voilà, il y a l'économie derrière. Je crois que les enfants, ils sont conscients que les parents, ils ne peuvent plus aligner financièrement. Après, juste pour terminer, là, juste à l'école, cette année, normalement, ce n'est pas moi qui devrais être là parce que ce sont mes collègues. Moi, je viens juste un peu faire leur porte-parole. J'ai 3 collègues qui se sont mis ensemble justement pour travailler sur l'orientation des élèves. Et aujourd'hui, là, elles font des interventions dans nos différentes classes dans l'établissement. Et par la suite, c'est elles qui vont proposer, je pense, des sorties pour faire découvrir d'autres corps de métier aux élèves. Et effectivement, on a dit qu'il fallait qu'on commence par les élèves de 5e. Parce que les 6e, ils sont encore malléables, ils ont encore plein de rêves, mais je ne sais pas, après, ils bloquent. Donc, voilà. Merci Noëlla. Donc, oui, on souligne bien là le rôle de l'orientation qu'on peut avoir dans nos établissements, mais l'effet aussi important du contexte social, familial, économique, et que ce soit au niveau du ménage, de la famille, mais aussi plus global, qui peut soit favoriser, dans certains cas, l'orientation, la poursuite d'études, ou au contraire freiner les ambitions que nos jeunes peuvent avoir. Merci beaucoup. Du coup, de ce que tu viens de dire, Noëlla, je refais le lien avec CROSS. Tu te questionnes sur ce qui peut se passer dans ce qu'ils ressentent. Je me dis qu'une des facettes qui peut être explorée avec CROSS, c'est s'entretenir avec eux pour faire un lien entre ce que toi tu observes et la recherche. Faire des entretiens et puis essayer de comprendre les déterminants qui peuvent les freiner dans leurs ambitions. Ok. Je propose de continuer avec Madame Ixeko. On a autour de la table 2 personnes qui représentent, on va dire, l'opérationnel direct avec nos jeunes en province Nord, Thiéta, et puis pour la province des îles. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du campus des îles, du rôle qu'il va jouer dans l'accompagnement des jeunes qui viennent de territoires plutôt éloignés, qui sont en distance avec ce qu'on va trouver sur Nouméa, tant en distance physique, mais aussi ça peut être parfois culturel, linguistique.
et de l'accompagnement que vous proposez, que ce soit de l'accompagnement, on va dire, très scolaire, l'aide aux devoirs, mais aussi tout ce qui tourne autour des activités scolaires et éducatives. Merci. Alors, pour la petite histoire du campus, assez rapidement, le campus des îles, donc il a été créé en 2000, a commencé à fonctionner en 2002. Et donc, au tout départ, c'était une association qui gérait cet établissement. Donc, depuis 2023, donc c'était une association qui était mandatée par la province des îles Loyauté. Depuis 2023, la province des îles a repris la gestion du campus des îles Loyauté. Donc, principalement, nous avons majoritairement des étudiants de la province des îles Loyauté. On a également des étudiants de la province Nord. Et on prend également des étudiants toutes ethnies confondues. D'ailleurs, on a une convention avec le Vanuatu et on a pas mal d'étudiants qui arrivent de Wallis et Futuna. On est à peu près entre 130 et 150 étudiants au campus des îles. Et c'est un public essentiellement dans l'enseignement secondaire. Donc, il y a ceux qui sont à l'université, en BTS, en CPGE. Et également, on prend également tous ceux qui sont à l'IFMNC ou à l'IFPSS. Au niveau des dispositifs que l'on a mis en place au campus des îles Loyauté, donc moi je suis arrivée en 2018, donc on a mis en place donc il faut savoir que le campus des îles propose de l'hébergement, de la restauration, mais également de la pédagogie. Donc moi je m'occupe de la partie pédagogique et nous avons mis en place des cours de soutien. Donc il y a 2 types de cours de soutien parce que on a vu que les étudiants qui arrivaient du secondaire, il y avait au niveau de cette transition de l'enseignement secondaire vers le supérieur était assez difficile, surtout pour nos enfants qui viennent des îles. Donc ils partent, ils laissent leur famille, ils arrivent dans un endroit inconnu où ils doivent prendre leurs responsabilités, ils doivent être autonomes. Et donc, on a mis en place plusieurs dispositifs, dont le dispositif dans les cours de soutien. Donc, il y a le cours de soutien que la province des îles, que l'établissement propose pour tous les étudiants du campus des îles. Mais on a également le dispositif parcours d'excellence. Le souci du parcours d'excellence, donc on a de très bons résultats, mais c'est pour un public ciblé, avec des critères qui ont été, on va dire, mis en place par le vice-rectorat. Et là où est la grande difficulté, c'est de pouvoir prendre en charge le reste des étudiants qui sont en difficulté. D'où l'importance, je pense, du projet CROSS. Donc, au niveau de l'organisation au campus des îles, moi, ce que je fais, j'ai eu des informations aujourd'hui que je ne connaissais pas. Par exemple, au niveau du CIO, je ne savais pas qu'il y avait des personnes à la province des îles, Madame Tranti, les 2 autres que vous avez énumérés. Parce que là, pour l'instant, les étudiants, ils viennent plus on va dire, demander des informations chez nous au campus des îles Loyauté. Par rapport à la réorientation, puisque nous, c'est beaucoup plus de la réorientation. Nous, on commence par un premier suivi pédagogique à la rentrée. C'est là où on voit qu'il y a des étudiants qui prennent des filières par défaut. Par exemple, ils se sont inscrits en BTS et qu'ils sont en liste d'attente. Donc, en attendant, ils vont à l'université. Et finalement, comme il n'y a pas de place en BTS, ils restent à l'université et c'est là où nous, on reçoit la majorité des étudiants en première année où il faut qu'on suive ces étudiants-là. Donc moi, je travaille les cours de soutien, de remise à niveau dès la rentrée pour les premières années. Les cours de soutien, c'est beaucoup plus pour de la méthodologie de synthèse, la méthodologie de travail et également des ateliers d'estime de soi. Donc là, on a terminé et on rentre dans la phase soit de la réorientation ou soit on continue à les accompagner au niveau des cours de soutien. Je vous avoue que là, on a beaucoup de réorientation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit parce qu'ils ont pris une filière par défaut, ou soit parce que ils ne savent pas du tout, en fait, ils n'ont pas travaillé, en fait, il n'y a pas eu de travail d'orientation avant.
au niveau du suivi pédagogique au campus des îles. Donc, on a mis en place également des ateliers. Donc ça, c'est autre chose. Mais quand, par exemple, on a des élèves, on a des étudiants qui n'ont plus de choix ici en Nouvelle-Calédonie, ben, ils attendent, du coup, on leur propose de faire d'autres filières en fonction de leur profil en métropole. Et du coup, on a mis en place également des ateliers d'accompagnement au départ au sein du campus des îles Loyauté. C'est-à-dire qu'au niveau des inscriptions sur Parcoursup, sur e-candidats pour ceux qui font de la licence professionnelle, au niveau de la recherche de logement, ouverture de compte bancaire. Ça, c'est au niveau de la métropole. C'est pour les étudiants boursiers de la province des îles ou non boursiers. Et tout ça, ce sont des dispositifs que l'on met en place au sein du campus des îles Loyauté, pas que pour l'accompagnement, mais là, on commence à travailler également sur la réorientation, parce que c'est beaucoup de problèmes de réorientation. Donc, tout à l'heure, j'ai eu l'information qu'il y avait 3 personnes au CIO qui travaillaient en province des îles Loyauté. Nous, on ne travaille pas ensemble, et c'est là l'importance de travailler ensemble pour qu'on puisse déjà savoir qui fait quoi, qui est habilité à orienter, voilà. Donc c'était plutôt l'intérêt de travailler en partenariat que je voudrais mettre en évidence. Oui, tout à fait. Et c'est justement le but de Cross Carrefour. Donc c'est lui aussi, on se rencontre, on échange. Et c'est justement l'ambition du dispositif sur lequel on est, la fabrique, de mutualiser, de réfléchir ensemble, de voir ce qui se fait. Et puis éventuellement de prendre ce qui se fait, par exemple, en termes d'accompagnement du campus des îles, et voir comment on peut le réadapter aussi, comment on peut le mettre dans un autre contexte. C'est tout l'objet justement de la fabrique. Merci. Oui, vas-y Stéphane. Ah oui, s'il te plaît, pour tout. Pardon ? Oui, c'est court. J'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit sur le campus des îles. Si je ne me trompe pas, au campus des îles, ou en tout cas dans une partie du campus des îles, il y a aussi Moisup. Et je voulais savoir s'il y a des interactions entre campus des îles et Moisup, si vous travaillez ensemble ou pas du tout. Alors non, en fait, on ne travaille pas ensemble. Ils sont au sein du campus des îles Loyauté, mais le Parcoursup, le Moisup, eux, ils ont des filières. C'est ciblé, les filières. Par contre, nous, dans le parcours d'excellence, parce que c'est le même dispositif, hein, on a un dispositif parcours d'excellence au sein du campus des îles, qui est pareil aussi pour l'index Nord, Docamo et Juvénat des îles. Et nous, par contre, nous, le parcours d'excellence du campus des îles, on ne cible pas les filières. Donc, c'est tout le monde, en fait. Ce que je fais, en fait, c'est que lorsqu'il y a des dossiers à la rentrée, pour les étudiants qui viennent au campus des îles, je regarde déjà, en fait, en fonction des notes de terminale, et je présélectionne, en fait, et je propose, en fait, le dispositif à ces étudiants. Mais généralement, je cible, enfin, je priorise les étudiants qui ont du mal qui ont on va dire, de bonnes notes, ou plutôt qui s'accrochent et qui ont du mal. Voilà. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Ouais. Ben justement, on peut continuer peut-être avec Stéphane, avec la casquette INSPE, qui est notre partie de l'université qui travaille déjà beaucoup avec les services du vice-rectorat. Peut-être Stéphane nous parler un petit peu de ce qui se fait déjà, des passerelles qui existent déjà. Donc ça, c'est le côté formation entre les établissements du secondaire et l'université, et peut-être aussi de ce qui se fait en termes de recherche, avec peut-être la casquette LIR aussi, enfin anciennement LIR, des passerelles, des liens qu'il y a entre recherche et établissements secondaires. Ok, merci beaucoup. Donc je vais peut-être traiter 2 points différents pour répondre à la question que tu m'as posée.
Le premier point, et qui me semble important, c'est de dire que pour qu'on développe une vraie culture de l'orientation, aussi bien chez les enseignants que chez les élèves, que dans les familles, que dans les communautés, il est important qu'on développe, sans doute de manière assez sensible, le temps que l'on va passer en formation initiale des enseignants sur les questions liées à l'orientation. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il y a quelques jours et qui souligne notamment de véritables lacunes en termes de formation initiale des enseignants en ce qui concerne justement la préparation à exercer les missions liées à l'orientation des élèves. Voilà. Donc la Cour des comptes recommande de créer dans un avenir sans doute assez proche des modules de formation spécifiques pour préparer les futurs enseignants à travailler sur les questions de l'orientation. Et donc en lien avec la réforme de la formation initiale des enseignants qui a été annoncée au niveau national en fin de semaine dernière par François Bayrou et Elisabeth Borne, il y a tout lieu de penser que dans les refontes des maquettes de formation des enseignants qui risquent d'arriver assez vite, notamment pour le second degré, y compris en Nouvelle-Calédonie, on devra accorder une place plus importante à ces questions liées à l'orientation des élèves, au parcours scolaire des élèves. Alors c'est certainement une très bonne chose, sauf qu'il y a quand même un bémol, c'est qu'aujourd'hui on veut mettre dans la formation des enseignants beaucoup de choses, dans un temps qui est extrêmement contraint, puisqu'on a 800 heures pour former des enseignants, et il faut en même temps travailler sur l'orientation, travailler sur la question de l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers, travailler sur l'éducation à la citoyenneté, la transmission des valeurs à l'école, travailler sur l'égalité filles-garçons, travailler sur... Enfin, il faut travailler sur tous les sujets, mais tout ça en 800 heures, donc c'est compliqué. Voilà. 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 Donc on a vraiment un vrai chantier à ouvrir sur la question de la formation à l'orientation dans la formation initiale des enseignants. Et si j'ai bien compris, dans le projet CROSS, il y a notamment le fait qu'on va proposer un contrat doctoral, qu'il va y avoir un doctorant qui va travailler sur des recherches en lien avec l'orientation. Et j'espère que ce doctorant, au travers des travaux qu'il mènera, etc., pourra être pour nous à l'INSPE une ressource pour pouvoir développer une plus grande culture de l'orientation chez les enseignants. Voilà. Et alors je comprends bien que le projet CROSS, il est centré essentiellement sur le secondaire vers le supérieur, mais je pense aussi que quand on parle de ces questions d'orientation, il ne faut pas négliger le premier degré. Parce que le premier degré, il peut déjà avoir aussi un rôle à jouer dans la découverte des métiers, dans l'ouverture à des possibilités que peut-être on n'aurait pas immédiatement. Alors peut-être que ce ne sera pas possible de travailler sur le premier degré parce que voilà, le projet c'est du secondaire vers le supérieur, mais il y a vraiment des choses, je pense, à faire aussi dans le premier degré. Voilà. Et que c'est un maillon qu'il ne faut pas considérer comme inutile ou comme négligeable ou comme... Parce que si on est vraiment sur l'idée d'un continuum, le continuum, il doit commencer dès le début du parcours de formation des élèves. Voilà. Alors maintenant, sur la question des recherches. Alors, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, je pense que le projet CROSS est très intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de choses en termes de recherche sur les questions liées à l'orientation. Voilà. Donc là, je ne vais pas dire qu'on va partir de zéro, mais on va quand même partir avec vraiment beaucoup de terrain à débrousser pour découvrir des choses nouvelles et avancer. Donc c'est pour ça que ce projet il est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui on n'a pas grand-chose. Mais ça s'inscrit plus généralement dans le fait que jusqu'à il y a peu d'années, les sciences de l'éducation et de la formation étaient peu, voire pas du tout représentées à l'université. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 2 enseignantes-chercheurs en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Et je pense qu'on a vraiment des choses à développer en lien avec les sciences de l'éducation et de la formation. Donc là-dessus, je pense que CROSS peut être vraiment un levier, quelque chose qui peut permettre d'avancer assez rapidement.
Alors sur les questions de recherche, moi il me semble qu'il y a plusieurs terrains à défricher sur les questions de recherche. Il va peut-être d'abord y avoir tout ce qui va se centrer bien évidemment autour de l'élève, des élèves. Voilà. Moi j'ai été très intéressé par ce que la collègue disait tout à l'heure sur ces enfants qui arrivent à l'école avec plein d'espoir, plein de projets, plein de rêves, et puis à un moment donné tout ça s'arrête, ça dégringole. Et donc je pense que pour construire une orientation, il va falloir à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie vraiment travailler sur, à un moment donné, ce processus de désenchantement vis-à-vis de l'école, qui touche une partie importante des élèves, et malheureusement on le sait, dans certaines communautés plus que dans d'autres. Donc ce désenchantement des élèves vis-à-vis de l'école, il a forcément un lien avec ensuite la manière dont on va pouvoir se projeter ou pas dans les études. Alors, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient d'une absence, d'un défaut, de la nécessité de développer une plus grande culture scolaire dans les familles, dans les communautés, etc. Est-ce que ça vient du fait des contenus des programmes scolaires? Est-ce que ça vient de la manière dont l'école est organisée? Mais il y a tout un travail à mener, je pense, sur cette question du désenchantement des élèves qui, au fur et à mesure qu'ils avancent dans la scolarité, perdent les ambitions qu'ils pouvaient avoir au départ. Voilà, donc ça, je pense que c'est un point très important à travailler. Un autre point aussi important qui me vient à l'esprit, quand on va faire ces travaux de recherche sur les questions de l'orientation, on va pouvoir produire assez facilement, et notamment Samuel et toi, Amélie, vous allez être très forts pour ça, pour produire des données quantitatives sur comment ça se passe l'orientation, les élèves ils partent d'où, ils vont où, c'est quoi les mouvements, quelles filières ils intègrent, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important de développer, c'est surtout des recherches qualitatives. C'est-à-dire pas des statistiques, pas des grands nombres, pas des, etc. Mais vraiment partir au contact des acteurs et échanger avec eux pour savoir pourquoi, comment, etc. Donc ça veut dire, alors ce ne sera pas forcément facile à faire, mais il va falloir aller s'entretenir avec des élèves. Il va falloir arriver à avoir accès directement aux élèves, obtenir les autorisations nécessaires pour pouvoir échanger avec les élèves et savoir pourquoi certains métiers, pourquoi pas certains autres métiers. Qu'est-ce qui, dans leur tête, se passe à un moment donné où tout d'un coup, ils vont formuler un projet d'orientation ou un projet d'avenir professionnel. Donc il y a vraiment ce travail avec les élèves. Je pense qu'il va falloir aussi faire le même travail, et là il sera peut-être plus facile, avec les enseignants. On sait qu'aujourd'hui les enseignants ont tout un ensemble de missions à remplir en lien avec l'orientation, mais on sait également que les enseignants peinent à investir ces missions liées à l'orientation, par manque de temps, parce que ce n'est pas suffisamment valorisé, parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment formés, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un travail à faire avec les enseignants, et de ce point de vue-là, il va falloir faire des choses qui sont vraiment ancrées dans ce qu'on va pouvoir appeler les recherches participatives, collaboratives, les recherches-actions, c'est-à-dire de la recherche sur le terrain, avec les gens du terrain. Voilà. Et alors tout ça, ça paraît comme ça très bien quand on le dit, s'entretenir avec des élèves, aller travailler avec les enseignants. Sauf que pour faire ce travail-là, il va falloir passer toute une série d'étapes qui ne sont pas forcément simples, parce qu'il va falloir, si on veut s'entretenir avec les élèves, avoir les autorisations des parents. Si on veut s'entretenir avec des élèves dans le cadre scolaire, il va falloir obtenir des autorisations de la part des établissements, des autorités éducatives, etc., etc. Et donc là, on va très vite se retrouver confronté à une situation qui ne va pas être simple. C'est faire de la recherche, c'est super, mais rendre la recherche possible, ça nécessite de créer un environnement propice et surtout d'obtenir tout un tas de feux verts, d'autorisations qui ne sont pas forcément si simples que ça à obtenir. Voilà. Un autre levier aussi qui me paraît déterminant, on en parlait tout à l'heure, c'est les familles. Donc il y a les élèves, il y a les enseignants, il y a aussi les familles. Alors ça, c'est pas forcément le plus compliqué, parce que là, il ne va pas falloir forcément aller demander 50 000 autorisations pour rentrer dans les établissements, pour s'échanger avec des mineurs, etc., etc. Les familles, c'est comment est-ce qu'on va arriver à aller dans des communautés, que ce soit des tribus, des villages, des quartiers, etc., et trouver des gens qui vont être prêts à échanger avec nous sur, voilà, comment est-ce que vous accompagnez votre enfant dans l'orientation? Est-ce que vous l'accompagnez ou est-ce que vous faites confiance à l'institution pour faire ça pour vous? Est-ce que vous avez de l'ambition pour votre enfant ou est-ce que vous n'avez pas d'ambition pour votre enfant?
Donc il y a tout ce travail-là à mener aussi avec les familles. Donc les élèves, les enseignants, les familles. Je pense aussi qu'un point qui ne doit pas être négligé, c'est qu'on a quand même beaucoup de dispositifs en Nouvelle-Calédonie qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler généralement l'éducation populaire. Des choses qui ne sont pas installées dans le cadre institutionnel, mais qui travaillent à côté du cadre institutionnel. Donc ça peut être par exemple le campus des îles. Les associations. Les associations, voilà. Et ces gens-là, quel rôle ils jouent dans l'orientation, dans la construction du projet d'orientation? Il faut aussi aller travailler avec ces gens-là. Et quand on va parler de l'orientation, il y a moi quelque chose que je vois comme vraiment peut-être un peu spécifique à la Nouvelle-Calédonie par rapport à l'ensemble national français, c'est que souvent on va aborder l'orientation comme finalement un processus qui est essentiellement ou beaucoup un processus individuel. L'élève construit son projet. Mais je pense qu'à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, il faut aussi concevoir l'orientation comme un projet collectif qui va engager bien d'autres personnes au-delà simplement de l'élève tout seul qui va réfléchir à une orientation, penser à un métier qu'il a envie d'exercer, parce que peut-être que ce projet qu'il fait, il le fait pour lui, mais il le fait aussi pour d'autres personnes en même temps, qui sont partie prenante dans ce projet. Et comment ces personnes-là qui gravitent autour de lui et qui vont influencer la manière dont il va se positionner sont plutôt là pour l'orienter dans une direction qui lui correspond ou au contraire pour l'enfermer dans quelque chose dont il n'a pas envie mais qu'il se sent obligé de faire. Donc voilà, donc je pense que du point de vue de la recherche, il y a de quoi faire beaucoup plus qu'un doctorat. Il y a de quoi faire beaucoup plus qu'un doctorat, mais c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui on manque de données pour pouvoir travailler. C'est ça. Et l'avantage de CROSS, c'est de permettre d'avoir des financements pour pouvoir faire des choses, avoir de la connaissance qui nous manque pour mieux faire évoluer les choses. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci beaucoup Stéphane. Tu l'as bien dit, exactement. Donc l'accès... Donc là, l'accès aux données, que ce soit les données qualitatives, quantitatives, et qui se fera essentiellement avec nos partenaires, ou grâce à nos partenaires. Ce qui nous permet justement de continuer avec Madame Gobillot sur, et je voulais avoir votre point de vue sur justement ce dispositif Fabrique, pour la mutualisation de nos différentes actions, de ce qu'on fait, de nos différentes connaissances, donc que ce soit la recherche, que ce soit les collèges, les lycées. Est-ce qu'il existe déjà des dispositifs qui s'intègrent avec plusieurs partenaires et où qu'est-ce qui serait possible de faire justement dans CROSS? Est-ce que vous avez peut-être des pistes auxquelles vous avez déjà pensé? C'était ma question. Ça marche comme ça. Ok, alors d'abord pour commencer mon propos, il y a 30 ans, quand j'ai commencé cette profession, à entendre tout ce qui s'est dit aujourd'hui, j'aurais eu un grand sentiment de culpabilité. Parce que ce sentiment vif quelque part d'avoir raté dans les entretiens conseils avec les enfants, quand j'entends mal orienté, j'entends quelque part un échec un petit peu. Aujourd'hui, je veux simplement préciser que le CIO, c'est 17 psychologues de l'éducation nationale qui se répartissent l'ensemble des établissements publics du secondaire sur le territoire, sur tout le territoire. Les îles, la province nord, la côte ouest, la côte est, avec plus de 2 à 4 établissements chacun. D'accord ? Donc, cette transition du secondaire et de l'enseignement supérieur, elle est bien sûr au cœur de nos préoccupations, dans la fluidité des parcours, puisque nous accompagnons les élèves dans la construction de leur parcours et de l'avenir, tel qu'il se profile aujourd'hui à l'horizon. Donc oui, c'est une question sociétale également. Et l'orientation, elle se conjugue pour le jeune et avec le jeune. Donc on a tendance peut-être à oublier qu'on a affaire à un adolescent, un pas adulte encore, qui est en construction, qui vit ces temps d'incertitude avec peut-être plus de véhémence que nous les adultes, et qui est chamboulé et qui en plus de ça vit toute sa construction intrinsèque à sa personne. Donc
Il y a le principe de plaisir, puis il y a le principe de réalité, voilà, qui nous amène à faire des choix à un moment donné. Ces choix, ils sont cadrés dans le cadre d'un parcours orientation qui est inscrit au projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie depuis 2018. C'est pas nouveau, ça se travaille au cœur des enseignements, avec les enseignants, avec les personnels pédagogiques, éducatifs. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, ça existe. Après, il faut s'en emparer, bien évidemment. C'est inscrit dans le projet de l'établissement, du chef d'établissement, qui pilote l'orientation au sein de son établissement. C'est lui le premier chef de l'orientation. Et donc, ce parcours orientation, il est décliné par objectif. L'histoire de l'orientation, elle a ce fil rouge depuis 30 ans. 3 fils rouges. Ce sont toujours les mêmes. 1, mieux se connaître. C'est quoi se connaître aujourd'hui? 2, la connaissance du monde économique, les métiers porteurs. 3, construire son parcours de formation, s'orienter. En tout temps, ce sont les 3 déterminants de l'orientation, voilà, qui se déclinent et qui se travaillent par séance pédagogique avec chaque enseignant, chaque professeur principal, dans chaque classe et à chaque niveau, avec la pleine collaboration des psychologues de l'éducation nationale. Voilà, et ça, de la classe de 5e jusqu'à la classe de terminale. Voilà. Donc c'est sûr qu'il y a peut-être un gap à penser avec l'enseignement supérieur. Donc on a nous, la grande chance d'avoir vu naître au sein du campus de Baco une antenne. Voilà, On a une antenne avec 2 psychologues d'éducation nationale qui se sont installés dans l'antenne de Baco et qui ont déjà commencé à recevoir quelques jeunes, et notamment de jeunes étudiants en DAU, à qui, par exemple, on n'a pas forcément expliqué plein de choses sur leur poursuite d'études éventuelles, quoi. Donc on a tout à construire ensemble, c'est sûr. Et donc vous avez affaire à des psychologues, des gens qui sont experts de la psychologie de l'adolescence, qui savent comment se développe un jeune, quelles sont ses angoisses, ses inquiétudes, comment il gère la pression familiale parfois, comment se construit ses choix. Voilà, c'est notre spécialité. On n'est pas conseiller en insertion professionnelle, c'est pas ça notre travail. Notre boulot, c'est de faire du réflexif avec le jeune. D'accord ? C'est OK, tu as ça comme information, parce que l'orientation ne se réduit pas à l'information. Vous allez voir sur tous les sites, vous avez plein d'informations. C'est pas le problème aujourd'hui. Pour ces jeunes, il y a full, même peut-être trop d'informations. D'abord, faire le tri dans toute cette information, c'est déjà une première compétence à s'orienter. Parce que c'est ça. C'est la compétence à s'orienter qu'on vise au travers de ce parcours orientation. Je suis jeune en 5e, je suis jeune en terminale. Bref, je suis jeune toute ma vie. Si j'ai envie de reprendre mes études aujourd'hui, je vais les reprendre. D'accord ? Je suis jeune toute ma vie. mais si. Donc, pour dire que voilà, l'enjeu, c'est cette compétence à s'orienter, c'est la place que va prendre ce jeune dans la société qui est la nôtre, celle qu'on veut bien lui donner. Voilà, donc quelle place on va lui donner, ça va être tous ces échanges qu'on va avoir ensemble, avec les chefs d'établissement, bien sûr, autour de la table. Pour moi, c'est indéniable, pour l'inscrire dans ces projets d'établissement au niveau des volets d'orientation. Parce qu'on est aussi ces conseillers-là auprès des chefs d'établissement. On est leurs conseillers. OK ? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma question. Est-ce qu'on a le temps pour une question, mettre du temps? Une question, une remarque peut-être, si vous en avez. Oui. Je vais vous donner le micro. Alors, bonjour. Alors, ma question, madame, c'est quand vous avez évoqué l'aspect économique et les métiers porteurs. Mais alors, la question que j'ai notée, c'est l'école ou l'université doit-elle dépendre du marché du travail ou en être indépendante? Doit-elle dépendre du marché du travail ou en être indépendante? Tu veux? Tiens. Alors l'école est indépendante du marché du travail, bien entendu.
totalement indépendante. Cependant, quand je parle de métier porteur, est-ce que je parle du même métier quand je suis enfant, jeune, en 5e, ou quand je suis en licence, 3e année de licence, pour choisir un master et avoir là tout de suite l'insertion qui arrive? Est-ce qu'on parle des mêmes métiers? Ce qui est important, c'est quelles compétences j'ai acquis pour pouvoir m'adapter. Voilà, pour comprendre les mathématiques. Peut-être que parler plus d'orientation, c'est mettre le pas de côté et penser, quand j'enseigne Pythagore, penser orientation et dire aux jeunes quel sens je donne à mon enseignement et non pas changer mon enseignement, mais peut-être tourner et ce réflexif, regarder dans le miroir. La psychologie est une science humaine qui est l'interface de plusieurs disciplines. Sciences de l'éducation, sociologie, psychologie, éco-gestion. Et on va regarder la qualification et l'emploi. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec le RIF. On regarde tout le temps vivre la société, mais je ne vais pas préparer un jeune en 5e sur les métiers du cyberharcèlement, alors que quand il va arriver dans un master spécialisé, on sera peut-être déjà passé à autre chose. Par contre, ce que je traduis, c'est qu'il est sensible au métier du numérique. Moi, quand un jeune il arrive en 5e, qu'on me dit « Ouh là là, peut-être que ce sera... » On suppose une SECPA, hein, il est fragile, fragile. Le petit, il vient me voir, puis il me dit « Madame, on l'ouvre, on est à 2, hein, on se regarde dans les yeux. » Et il finit par me dire « Je voudrais être médecin, madame. » Voilà. Qu'est-ce que j'entends? Que ce jeune-là, il ne voit rien d'autre que la blouse blanche et le médecin. C'est la seule chose qu'il sait traduire. Mais que ça, son désir, son intérêt, c'est de s'occuper des autres par le toucher et par le soigner. Et donc là, je vais commencer à ouvrir avec lui en disant avec qui travaille le médecin. Et on va parler de la blouse blanche. On va chercher ce qu'il y a derrière et on va casser les déterminismes sociaux, on va casser les stéréotypes, etc. etc. Donc non, on vit et on respire avec la société. Et puis avec un peu d'humour, j'ai envie de vous dire, quand la société va bien, l'orientation va bien. Quand la société va mal, l'orientation va mal et c'est de notre faute. Mais bon, voilà. Pas possible. C'est bon maintenant? Voilà. Notamment par rapport... moi, j'ai relativisé par rapport aux jeunes que j'encadre. Et l'orientation, pour moi, c'est aussi un peu faire de l'influence. Influencer nos jeunes vers le droit chemin et vers aussi aller vers où aussi la société en aimerait qu'eux, ils aillent. Mais ce que j'ai remarqué aussi ces dernières années, c'est qu'on avait de moins en moins d'influence, et notamment les personnes qui ont, par exemple, des métiers porteurs comme blouse blanche, médecin ou ingénieur, etc. C'est aussi par rapport à la communication qu'on peut avoir et par rapport à ces personnes. Et malheureusement, il y a un super outil, mais qui est aussi un outil dévastateur, donc le téléphone portable. Et j'ai remarqué, et qui est peut-être la cause de ce que Noëlla disait à Tieta, qu'arrivé à un certain âge, cet outil-là, l'influence qu'il impose aux élèves et le temps qu'ils passent dessus, va leur donner l'envie, non pas de prendre des études de médecine, mais plutôt de commencer à faire des chorégraphies et à s'orienter vers une danseur, oui, TikTok et compagnie. Mais malheureusement, c'est un constat que je fais, et que dans la dynamique sociétale dans laquelle on vit, le téléphone portable prend de plus en plus de place. Et moi-même, je me suis déjà posé la question, voilà, par exemple, j'ai une sœur qui est médecin gynécologue. Comment elle pourrait influencer mes élèves, au-delà de juste de venir une fois par an parler à mes jeunes. On a fait une affiche, mais c'est rien comparé au contenu qu'ils pourraient recevoir, par exemple sur TikTok, Instagram ou Facebook, etc., et d'influencer nos jeunes vers le bon chemin. Et malheureusement, voilà, je ne vais pas vous l'apprendre, une spécialiste gynécologue, elle n'a pas trop le temps de tourner des vidéos TikTok. Un ingénieur à KNS non plus, ou un
un enseignant ou même un politique qui peut être d'excellents exemples. Donc peut-être ça va être une direction sur laquelle y aller. Voilà, c'était une réflexion que j'avais. Merci pour cette intervention. Justement, ça va peut-être faire le lien avec la table ronde suivante parce que c'est le rôle, et c'est un des dispositifs de CROSS, le rôle des ambassadeurs et de comment en fait les figures inspirantes, les gens qui nous ressemblent, les gens auxquels on peut s'identifier, peuvent influencer justement nos parcours. Et Samuel, tu me diras si je me trompe, mais est-ce qu'on n'avait pas réfléchi dans CROSS à l'importance justement des réseaux et de comment est-ce qu'on pouvait communiquer sur les réseaux par les ambassadeurs, c'est ça. Oui. Donc effectivement, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on avait pensé. Merci. Juste attention au choix des mots que vous faites. Le mot influence en orientation, c'est niette. Parlez plutôt d'exemples, d'autres mots, mais pas influencer, parce que influencer, c'est peut-être aussi projeter sur l'autre ce que l'on veut faire à l'autre. Et c'est pas ça l'orientation. L'orientation, c'est un choix de l'élève, du candidat. Il faut faire vraiment très attention, parce que ça, avec les familles, on le voit. Ils projettent ils influencent leur enfant, ce qui parfois, oui, ben, c'est normal pour eux, mais attention à ce choix de mots. Juste ça. Merci. Je vois qu'on avait besoin de cet espace CROSS pour échanger. Indispensable. Mais tu vas comprendre, Samuel, tu vas me pardonner. Excusez-moi, mais ça, ça vibre, hein. Ça vibre, ça fait écho. Non, nous n'influençons pas et nous conseillons. Voilà, on n'oriente pas. On n'oriente pas. Moi qui suis professionnelle, je n'ai jamais orienté un jeune. Il n'y a pas d'orientateur. Le seul qui va prendre la décision de s'orienter, c'est le jeune, à condition, nous l'accompagnons, nous sommes bien des conseillers. Hein. Donc voilà, qui est légitime pour orienter? Personne. C'est le jeune que nous devons accompagner pour être acteur de ces décisions. C'est le savoir décider, hein, de savoir s'orienter, et nous devons lui donner ces compétences tout au long de la vie. Pardon. Oui. Merci. Et la confiance en soi. Je vous remercie toutes et tous pour ces échanges qui ont été très riches. Merci.